parce que l'actualité, c'est aussi la guerre en mer Noire. Point d'interrogation ou pas, ça se passe à Novorossiysk. Nouvelle attaque de drones contre la Russie et contre l'un des principaux ports commerciaux russes. Regardez ces images impressionnantes. On y voit un drone maritime qui va toucher ce navire en plein cœur donc de cette mer Noire. Des images avec une caméra embarquée sur ce drone. Des images impressionnantes sur la base navale de Novorossiysk, attaquée par 2 drones maritimes ukrainiens. Attaque confirmée par le ministère de la Défense russe qui tempère et qui dit « Regardez, les bateaux sans équipage ont été visuellement détectés et détruits par les tirs des armes régulières des navires russes. » Oui, mais ces images, là, elles montrent bien l'impact va arriver juste ici. Ce drone maritime qui attaque ce navire russe, et là, plus rien. C'est assez incroyable. On en parle sur ce plateau avec le général François Jouvency. Soyez le bienvenu, consultant géopolitique LCI, Charlie Nurel, grand reporter LCI. Merci d'être avec nous. Pierre Sautreuil, merci d'être avec nous également. Journaliste au service Le Monde de la Croix, spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et de l'espace post-soviétique. Yuri Clavelier, soyez le bienvenu également, analyste indépendant en géostratégie. Mon général, est-ce que la guerre en mer Noire est déclarée ? C'est difficile à dire parce qu'en fait on n'a pas vraiment eu de bataille navale, on a eu des bateaux qui ont été coulés effectivement, avec d'un côté une Ukraine qui n'a pas de flotte ou qui l'a sabordée, et de l'autre côté une flotte très limitée russe qui a été d'ailleurs contrainte de limiter finalement son ambition puisque le détroit du Bosphore lui était interdit pour amener des renforts, et effectivement il y avait une vingtaine de navires, dont il en restait qu'une quinzaine semble-t-il aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Donc la guerre en mer Noire, non, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est dans des coups d'épingle, avec des coups d'épingle sévères quand même, hein. Là, le bâtiment qui était attaqué est manifestement, semble-t-il du moins, un bâtiment, un char de débarquement, un transport de troupes. Il y en avait entre 4 et 6 sur les 15 navires dont je viens de vous parler. Voilà, avec une utilité militaire aujourd'hui peu vraisemblable, parce que qui peut s'approcher des côtes ukrainiennes aujourd'hui sans se faire détruire? Donc finalement, il est au mouillage. Donc on est plus dans la symbolique pour dire je peux toucher ce port, où d'ailleurs, il y a quelques mois, des sous-marins venant de Sébastopol ont été réaffectés pour assurer leur protection. Et moi, la question que je me pose, parce que je n'ai pas encore la réponse, c'est la capacité ukrainienne à envoyer si loin des drones navals, être capable de les guider, de les piloter, d'aller jusqu'au but. Ça fait quand même un sacré nombre de kilomètres. Ça prouve aussi une technologie quand même élaborée, parce qu'il faut une dimension technique à ça. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois maintenant qu'on voit des attaques de drones navals menées par les Ukrainiens. Ça veut dire qu'ils ont été capables de développer au niveau national des capacités d'armement dans ce domaine-là. Parce que quand on regarde un peu toute la presse spécialisée, on ne parle jamais de l'Ukraine. Ça ne fuite pas vraiment au niveau, en tout cas, de la conception, et comme vous le dites très justement. En revanche, sur ces images que l'on peut voir à l'instant, on voit quand même que ce navire a été assez touché pour ne plus pouvoir continuer à effectuer son travail comme tel, et il a été remorqué. C'est assez exceptionnel. En tout cas, si c'était un coup de com', il est réussi. Ah bah tout à fait. De toute façon, et puis, remarque d'ailleurs, vous l'avez d'ailleurs remarqué dès le départ, on met une caméra sur le drone. Caméra embarquée. Une caméra embarquée, donc c'est-à-dire qu'on transmet l'image et on la transmet à tout le monde. Donc, quels que soient les communiqués qu'on pourra faire, il va être difficile de dire ce n'est pas vrai. Et je dirais qu'il y a beaucoup de faits dans cette guerre où on voit finalement la focalisation sur une action militaire dont on s'imagine qu'elle est importante ou énorme. Bon, là, c'est très clair. Mais dans d'autres cas, où la caméra permet de dire, mais si, vous voyez bien, on a détruit l'ennemi à tel endroit. Mais si on faisait le bilan peut-être sur 10 km, c'est pas tout à fait la vérité. Mais là, il y a bien un bâtiment qui a été fortement endommagé. Pierre Sautreuil, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, une guerre qui pourrait aller aussi sur le front de la mer Noire, ça pourrait être probable ? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. A priori, non. C'est-à-dire que moi, il me semble que la phase la plus active, en fait, elle s'est déroulée plutôt au début de la guerre, avec ce coup d'éclat faramineux qui a été la destruction du croiseur Moskva le 14 avril 2022, donc très peu après le début de l'invasion, où là, ça a été une humiliation considérable pour les Russes, qui les a contraints d'ailleurs à éloigner un certain nombre de leurs bâtiments. Et depuis, effectivement, les attaques de drones navals qui ont eu lieu, effectivement, c'est assez impressionnant de voir la capacité qu'ont les Ukrainiens à amener ces drones chargés d'explosifs jusqu'à Novorossiysk en l'occurrence, mais auparavant, il y avait une attaque qui était au large des côtes turques, c'est quand même une sacrée trotte depuis l'Ukraine. Il y a eu une phase
peut-être pas de légère accalmie en fait après la signature de l'accord céréalier en juillet 2022. Et après, effectivement, on est plus passé dans une logique de coup d'épingle, de coup d'éclat. Même si dernièrement, on voit notamment suite à la destruction les dégâts infligés au pont de Crimée et peu après la fin de l'accord céréalier, de nouveaux échanges violents avec des tirs de missiles sur Odessa, etc. Sachant que les tirs de missiles depuis les navires dans la mer Noire, ils sont là depuis le début de la guerre. Bien Donc sûr. il y a des coups d'épingle, mais je ne crois pas personnellement au risque Vous ne d'une croyez pas escalade. à l'ascension, en tout cas à l'escalade en mer Noire pour le moment, au moment où on se parle? La question, ce serait avec quoi? C'est-à-dire, effectivement, la marine ukrainienne ne peut pas agir. Il n'y a pas de marine de l'OTAN dans la zone. Il y a eu effectivement des vols d'appareils de l'OTAN dans les eaux internationales de la mer Noire, ce qui a pu donner lieu à des confrontations parfois violentes avec la destruction de ce drone MQ-9 américain, il me semble que c'était en mars ou en avril. Néanmoins, ce type de confrontation reste limité. Donc je ne vois pas avec quels instruments on pourrait aller vers une escalade. Alors on en sait plus sur ce drone marin qui a été utilisé. On sait qu'il était rempli de 450 kilos d'explosifs TNT notamment, et qu'il a presque coulé ce navire, en tout cas à son bord dans ce navire, dans la mer Noire, navire russe, 100 militaires à bord. On va écouter à ce sujet Natalia Goumelniuk, elle est le porte-parole du commandement sud des forces ukrainiennes. Écoutons-la. En mer Noire, selon toute vraisemblance, ils se préparent à des provocations et tentent de disperser le personnel de leur navire afin qu'ils ne soient pas entassés au même endroit. Elle enfonce le clou, elle va encore plus loin, elle explique que 1, ça va continuer, 2, ça va se multiplier. On l'écoute à nouveau et puis on en parle juste après parce que va-t-elle vous donner raison, messieurs, sur ce plateau et madame ou pas? On en débat, écoutons-la. Il y a une grande installation de stockage de pétrole à Féodossia, qui fournit notamment du carburant à la flotte russe de la mer Noire. Il faut donc continuer à s'attendre à des explosions à cet endroit. Yuri Clavelier, on a bien compris qu'il faudra s'attendre à des explosions à cet endroit. J'aimerais juste faire remarquer une chose, et vous allez me dire si je me trompe. J'ai noté que ça pourrait constituer, cette attaque, la première attaque lancée par Kiev contre l'un des principaux ports russes. Est-ce qu'on est en train d'inverser la tendance? On a vu les ports ukrainiens se faire attaquer ces derniers jours. L'accord céréalier, c'est fini, on vous attaque. Guerre alimentaire, les Ukrainiens, nous aussi on vous attaque sur vos ports. Oui, c'est effectivement, il y a cette dimension-là qui est tout à fait présente, puisqu'après tout, d'une certaine manière, c'est un moyen pour les Ukrainiens, d'ailleurs un moyen très rentable, de faire comprendre aux Russes que même il n'y a plus d'accord céréalier, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont pouvoir mettre la pression sans résistance et justement empêcher la flotte russe de s'attaquer aux navires qui sont présents en mer Noire et donc du coup de remettre en question leur stratégie. Donc c'est tout de même, je pense que pour les Ukrainiens, ça va dans la continuité de ce qu'ils ont déjà fait d'une certaine manière, mais c'est pour les Ukrainiens très adapté, très rentable, une bonne stratégie, puisqu'effectivement ils n'ont pas de navires de surface, une flotte qui s'opposerait à la flotte russe. Parce que ces drones-là, même s'ils sont élaborés, ça reste une fraction du prix des navires qui sont endommagés. Surtout qu'en plus, ce navire-là, alors effectivement, ce n'est certainement pas le Moskva, mais ça reste toujours un moyen de transporter du matériel et des troupes dans une situation où les Ukrainiens frappent de manière systémique en fait les lignes d'approvisionnement. Donc, moi, c'est les deux aspects que je retiendrai et je pense que ça continuera, tout simplement. Les Ukrainiens ont les moyens de continuer à faire plus de drones. Donc il faut s'attendre à plus. Et les Russes vont peut-être tenter de continuer de mettre une pression, mais est-ce qu'ils risqueront encore de justement leur navire dans une confrontation qui, au fond, leur sera détrimentale? Je ne pense pas. Charline Rennes, on sait aussi que dans ce port, en tout cas, transit des exportations de pétrole. On a noté qu'environ 1500 km provient des champs de pétrole de l'ouest du Kazakhstan et des régions russes situées au nord de la mer Caspienne cette fois. C'est aussi stratégique de taper ici, c'est pas qu'un coup de com', on vous tape au cœur.
C'est en effet un des ports importants pour le pétrole notamment. Je remarque qu'ils n'ont pas frappé le port en lui-même, mais bien le navire de guerre. Et quand on voit cette carte, je la trouve assez intéressante. Il y a Sébastopol qui est une grande base militaire et qui est donc vraiment sur la mer Noire. Cette partie-là, donc qui a déjà été attaquée par l'Ukraine, c'est, il me semble, la première fois qu'on attaque de ce côté-là, enfin côté ukrainien. Et elle parlait justement de cette autre base, pardonnez-moi, je reprends parce que sur la carte c'est très très intéressant, Féodosia qui prend la logistique, enfin tout ce qui est pour ravitailler les navires. Féodosia, c'est au niveau de la Crimée, c'est juste en face de Novorossiysk. En fait, ce qui est assez intéressant, moi, ce qui m'amène à me faire dire que là on essaye quand même de vouloir montrer qu'on peut frapper à la fois donc sur cette partie-là de la mer d'Azov et sur l'autre côté, sur la partie de la mer Noire, l'autre côté vers la mer d'Azov, c'est précisément la stratégie ukrainienne qui est menée. C'est un peu compliqué, mais j'espère que vous me suivez. C'est vraiment cette stratégie-là de pouvoir à la fois dire on est capable d'être actif sur la mer d'Azov parce que ce sont précisément les deux mers qui sont très importantes pour la Russie. Pour moi, c'est plus un message qui est délivré aujourd'hui. Général Chovancy, c'est très intéressant ce que vient de dire Charlie Nurel à l'instant. On a une stratégie ukrainienne qui se met de plus en place de façon régalienne. Je m'explique. Jusqu'à présent, on avait l'impression que les Ukrainiens suivaient un schéma très américain. Aujourd'hui, ils ont décidé d'encercler aussi la Russie, d'être sur plusieurs points. On s'est souvent posé la question, où est-ce qu'elle se mène vraiment, cette contre-offensive? On est au sud, on est à l'est, on est un peu sur tous les fronts. Stratégiquement ici, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui émerge de cette attaque? Je dirais que globalement, il y a une dispersion des attaques surtout, qui répond peut-être à un relatif échec de la contre-offensive lancée depuis plusieurs mois. Plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, donc je pense que c'est une manière aussi de montrer que le combat continue et qu'à la limite, effacer ce qui se passe plus ou moins sur les forces terrestres et taper en profondeur en Russie, que ça soit à Moscou ou effectivement dans ce port militaire, je dirais. Donc on est bien dans une situation où on disperse l'attention de ceux qui regardent. On rassure finalement les Ukrainiens en disant, voyez bien qu'on peut frapper partout. Et en même temps, on démontre aussi qu'on a du matériel capable de frapper loin. Parce que moi, je répète ce que je dis il y a quelques instants. Ça fait quoi, 600 km entre les côtes ukrainiennes, sous l'autorité ukrainienne, jusqu'à ce port où il y a eu l'attaque. Ça fait en gros 600 km, en passant par la mer. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a des capacités techniques, technologiques qu'on n'aurait pas soupçonnées jusqu'à présent. Et je me répète encore à nouveau, c'est qu'on n'a aucune trace dans la littérature spécialisée, ou très peu, sur effectivement cette capacité militaire ukrainienne de lancer des drones navals. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai, mais ils l'ont montré dès le début qu'ils étaient très ingénieux concernant les drones. Oui, mais c'est pas parce qu'on est ingénieux qu'on fait des outils super performants. Et là, ils sont performants parce que, à la limite, on peut même supposer que ces drones ont peut-être été portés par un autre navire qui a réussi à s'infiltrer, à sortir sous une couverture quelconque. Parce que comme 600 km, il n'y a pas beaucoup d'États qui sont capables de le faire en termes technologiques avec un drone pareil. Voilà, mais c'est des hypothèses. Le fait est, il faut retenir. Moi, je retiens les faits. Le fait, c'est que les drones sont arrivés dans le port et ils ont endommagé fortement un navire. Ça a été filmé, donc il y a une preuve finalement que ça a bien eu lieu et ça montre que les côtes russes à cet endroit-là sont vulnérables à l'attaque ukrainienne. Et je vois quand même, en termes de stratégie, c'est comme ça ne marche pas à terre comme on voudrait, on tape d'une manière différente. Et ce que vous avez dit à un moment donné est intéressant parce que ça correspond à un certain nombre d'articles aussi qui sont sortis sur la valeur de la formation donnée par les Américains aux Ukrainiens. Il y a un moment, il faut s'approprier sa manière de faire la guerre et pas forcément prendre des méthodes importées qui ne sont pas forcément conformes à sa culture militaire. Et je pense que la culture militaire ukrainienne est largement différente de la culture militaire américaine, d'abord parce que la géographie est différente. Ensuite, il y a vraiment effectivement un passé différent et ils ont une manière de se comporter différente. Donc je crois que c'est l'appropriation de la guerre à l'ukrainienne avec effectivement le désengagement de l'influence américaine qui dit voilà, il faut comme ça, vous faites 300 pages de notes pour dire comment il faut faire la guerre. En gros, c'est ça, les ordres d'opération, c'est des centaines de pages. Là, en gros, c'est l'initiative, l'innovation et puis sortir des clous. Et en fait, la guerre, c'est quoi au départ, à la fin plutôt? C'est surprendre l'autre. Pour surprendre l'autre, il faut adopter une doctrine qu'ils ne connaissent pas. Évidemment. Donc il faut innover, y compris en termes de doctrine. Vous parliez de stratégie à l'instant. Mikhailo Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky, s'est exprimé à ce sujet. Pour lui, l'objectif actuel, regardez, l'objectif actuel de l'armée est plutôt d'intensifier les frappes sur les infrastructures russes. Vous l'avez dit, on intensifie ici, sur les territoires occupés. Important pour lui. Il ajoute également, Mikhailo Podolyak, la nouvelle phase va être la mise à l'échelle. La phase précédente testant les systèmes de défense aérienne russes est terminée. La mise à l'échelle ici, est-ce qu'il faut qu'on la comprenne aussi, Yuri Clavelier, pour
La mise à l'échelle dans les airs, on en a parlé. Sur la terre, on en a parlé. Il y a le maritime. Attention, on est là aussi sur ce terrain. On vous le prouve aujourd'hui avec cette frappe en pleine nuit. Oui, alors est-ce que les Ukrainiens vont avoir la capacité d'augmenter le rythme, d'augmenter le nombre de frappes, etc. C'est une question qui est ouverte, puisqu'après tout, c'est effectivement des secrets qui sont bien gardés. Donc Mais jusqu'à présent, chaque jour, une nouvelle frappe au drone. Hein. Bien sûr. Donc ce qui est certain, c'est qu'ils apprennent et qu'ils s'adaptent. Et d'ailleurs, justement, on peut revenir là-dessus, c'est ce qui est intéressant, c'est que ce sont des branches de l'armée ukrainienne, des forces d'armée ukrainiennes qui sont particulièrement innovantes, d'une certaine manière comme les forces aériennes ukrainiennes aussi, puisqu'elles ont réussi à survivre dans un environnement qui leur était très très hostile, et à non seulement survivre, mais en plus à être capable de faire des choses. Donc voilà, alors est-ce que c'est corrélé ou pas à ce qu'il se passe sur le reste du front? Pas nécessairement, puisqu'après tout, ce sont des ressources qui, une fois qu'elles sont dédiées, il faut bien les utiliser. Donc je pense que de toute façon, les Ukrainiens vont continuer leur stratégie dans la mer Noire, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, quoi qu'il se passe ailleurs. Donc voilà, je pense que il faut s'attendre à plus de frappes. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour créer un effet qui aurait un impact sur le reste de la guerre? Ça, c'est une question ouverte, ça dépendra. En tout cas, c'est ce que veulent les Ukrainiens aujourd'hui. Pierre Sautreuil, est-ce que la meilleure défense, c'est encore l'attaque? On aura compris que sur le plan défensif, ils tiennent le coup. C'était plus difficile d'être offensif. Ça a l'air de retourner, en tout cas, ça a l'air de se transformer. Est-ce que vous pensez que là, les attaques, même si elles sont sporadiques, ce qui n'est pas le cas en réalité, même si elles ne sont pas de grande ampleur pour le moment, mais assez visuelles pour changer peut-être quelque chose dans cette guerre au moment T, à l'instant T? Elles peuvent servir plusieurs intérêts, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un message à l'intérieur, à destination de la population ukrainienne, qui est quand même histoire peut-être aussi de galvaniser la population ukrainienne en disant voilà, on est capable de rendre aussi coup pour coup, ils nous bombardent, on les bombarde. C'est la réponse du berger à la bergère. Enfin, c'est voilà qu'on fait peut-être jeu égal. Et il y a sur les drones, il y a eu une controverse intéressante en Ukraine dernièrement, qui a abouti au départ du ministre de la Culture. C'est-à-dire que du fait de la lenteur de la contre-offensive sur le terrain, pas mal d'Ukrainiens ont commencé à s'inquiéter en disant quelles sont les causes de ces lenteurs ou de ces échecs. Ils ont identifié notamment le fait qu'il n'y avait pas assez de drones côté ukrainien et qu'il y avait un déséquilibre en fait qui se crée en faveur de la Russie. Et donc il y a une énorme controverse qui est apparue en disant il faut mettre tout pour faire des drones, il faut énormément investir là-dessus. Et à ce moment-là, en fait, le ministre ukrainien de la Culture défendait pas mal de projets de type il faut finir la construction du musée de l'Holodomor, donc la Grande Famine. Il faut changer il faut enlever les symboles soviétiques dans l'espace public, etc. Oui. Et donc ça lui est revenu au visage en disant non, il faut pas dépenser cet argent-là sur des projets superfétatoires, il faut les mettre sur la défense, tout pour la défense, etc. Et donc il y a peut-être aussi une volonté de poursuivre la mise en scène comme ça un peu démonstrative de notre capacité à avoir des drones, on peut s'en servir, etc. Et le Premier ministre Denis Shmyhal a fait un déplacement récemment le Premier ministre ukrainien a fait un déplacement dans un centre de fabrication de drones ukrainiens où il a annoncé on va multiplier par 10 notre budget pour les drones pour l'année qui vient. Donc il y a aussi de la politique intérieure là-dedans. Maintenant sur le volet militaire, c'est pas les drones seuls qui vont vaincre ni la volonté de la population russe par des frappes sur Moscou, ni dévaster les infrastructures sur les lignes aériennes. Ça peut y contribuer. C'est pas ce qui est dit ici. Hein. En tout cas, elles expliquent que les attaques vont se multiplier, mais pour autant, les attaques Charlie Nurel, elles existent au moment où l'on se parle aussi sur le terrain et sur différents flancs. Hein. Oui, il y a plusieurs attaques, que ce soit sur le territoire ukrainien pur et puis bien désormais d'aller sur le territoire russe en disant vous n'êtes pas invulnérable et on va vous le montrer. Et c'est très très intéressant. Je trouve que ces drones navals là dans la mer Noire en réalité sont aussi un message pour dire vous avez toujours eu le contrôle du maritime depuis le début et bien désormais on est en train de vous montrer que là vous n'avez peut-être plus le monopole et vous êtes en danger à ce niveau-là. Je crois que si on prend un tout petit peu de hauteur, c'est bien ce qui fait le plus peur à Vladimir Poutine en réalité que sur la terre où là les enjeux sont un peu autres, on va dire. Parce qu'en